Bonjour Nicole Nguesotto Bonjour. et merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes professeur du Conservatoire national d'arts et métiers et titulaire de la chaire sur l'Union européenne. Alors, l'Europe s'est souvent, presque toujours construite à travers les crises. Vous allez nous dire si cette pandémie va lui permettre de faire sa révolution. Tout a plutôt mal commencé. On s'est replié sur nous-mêmes, on a vu renaître les frontières, la solidarité n'était pas au rendez-vous. Comment, au fond, vous jugez la réaction de l'Europe au tout début de la crise? Oui, vous avez raison. Au tout début, l'Europe n'existe pas. Les institutions sont absentes et les États membres se divisent. Il y a deux raisons, je crois. Premièrement, l'Union européenne, elle n'est pas faite pour gérer les crises. Son ADN, tel qu'elle a été créée dans les années 50, c'est le temps long de la négociation en temps de paix. Et donc, l'Union européenne, ce qu'elle sait faire, c'est négocier, prendre son temps pour arriver à un consensus. Et donc, l'Union européenne, les institutions européennes se sont retrouvées complètement prises au dépourvu devant la rapidité de la contagion. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que dans la gestion du risque de mort, l'Union européenne n'est surtout pas compétente. C'est-à-dire, là aussi, depuis le début, les États membres ont tout fait pour garder leur souveraineté sur toutes les questions qui impliquent la vie et la mort des citoyens, c'est-à-dire la défense et la santé. C'est pour ça que la santé n'est pas encore aujourd'hui dans les compétences de l'Union. Et les États membres ont fait ce qu'ils avaient interdiction de faire depuis toujours. Ils ont remis les frontières très vite en ordre dispersé. Ils ont envoyé sur les roses les fameux critères de Maastricht, c'est-à-dire on ne doit pas avoir un déficit de plus de 3% et une dette de plus de 60% du PIB. Ils ont fait valser tout ça, ils ont dépensé sans compter, quoi qu'il en coûte, a dit notre président. Et pendant ce temps-là, la Commission perdait son latin, si je puis dire. Finalement, elle a très vite réagi et elle a décidé d'annuler ce que les États avaient annulé eux-mêmes précédemment. Et petit à petit, donc, les institutions et les États ont retrouvé une espèce de voie moyenne. Et la Commission a commencé à lancer des plans de relance. Et comme en 2008, la Banque centrale européenne a eu un rôle important, assez vite finalement, en rachetant de la dette sur les marchés. Ça a joué? Oui et non. La Banque centrale a commencé par faire une énorme erreur. La première déclaration de Mme Lagarde a dit « Oh là là, c'est une affaire que les États doivent gérer ». Le jour même, les bourses françaises ont atteint leur niveau historique le plus bas. Et elle s'est très vite reprise. Elle a compris que la Banque centrale devait être un acteur majeur, mais ça n'a pas été comme 2008. Ça n'a pas été le réflexe immédiat de la Banque centrale. Après, la Banque a effectivement décidé un premier plan de relance de maintenant 750 milliards d'euros, mais qui est un plan de relance traditionnel, c'est-à-dire on prête aux États et ensuite ils doivent rembourser selon des modalités classiques traditionnelles. Comment vous comprenez cette comparaison morbide qui s'est tenue entre la France et l'Allemagne pendant pratiquement toute la crise, où chacun comptait ses morts, son nombre de respirateurs, son nombre de lits de réanimation, son stock de masques? Ce couple franco-allemand s'est beaucoup regardé. Vous avez raison, on avait le regard rivé outre-Rhin et aussi à Rome, mais ça c'était la presse, pardonnez-moi, ou l'opinion publique, mais je crois que les gouvernements n'ont pas eu du tout cette attitude. Mais c'est vrai que la France a commencé à cafouiller beaucoup plus que les Allemands et que donc la comparaison avec l'Allemagne est devenue en France une espèce de test du niveau de puissance française. Et beaucoup de vos confrères et de beaucoup de gens ont pensé que la France était en train de devenir un pays du Sud, c'est-à-dire comme l'Italie, un pays déclassé, alors que l'Allemagne avait tous les masques, tous les tests. Mais on a réussi à parler d'une seule voix avec l'Allemagne, et ça, c'était nouveau. Emmanuel Macron, Angela Merkel, qui décident de tenir une conférence de presse commune et qui annonce un accord, au moins à 2, si ce n'est à 27, par la suite, sur la possibilité, au fond, de s'endetter collectivement pour aider des régions dans les pays en difficulté. En quoi est-ce un tournant, précisément? D'abord, il faut se souvenir que cette fusion, c'est même plus un couple, c'est une fusion franco-allemande, elle intervient après 2 ans de crispation et de crise dans le couple franco-allemand très sévère. C'était totalement inattendu, sur ce fond un peu difficile, qu'il y ait comme ça une entente franco-allemande. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
D'abord, sur le contenu de l'accord, il y a une vraie révolution, je crois. Pour dire les choses simplement, en gros, il y aura un paquet de 1700 milliards, 1800 milliards d'euros. Là-dessus, il y a 1000 milliards qui sont le budget normal de l'Union, et puis 750 milliards en plus. Et sur ces 750 milliards, il y aura une partie qui seront, et ça c'est la première révolution, des dons, des cadeaux, qui seront donnés gratuitement aux pays qui en ont le plus besoin, et ce seront l'Italie et l'Espagne essentiellement, sans qu'il y ait des compensations pour les autres. Et la deuxième révolution, c'est que pour le reste de l'argent, je crois que c'est à peu près l'équivalent de 500 milliards, la Commission européenne, c'est-à-dire une institution fédérale, va emprunter directement sur les marchés. C'est-à-dire que tout le monde, y compris l'Allemagne, va être solidaire de ces emprunts. Donc on emprunte 500 milliards sur 30 ans, tout le monde va les rembourser, et pas seulement l'Italie et l'Espagne, pas seulement les pays qui vont les recevoir. Pour l'instant, c'est ce que certains pays n'acceptent pas, ce qui est en négociation, en particulier les 4 qu'on appelle les frugaux ou les vertueux. Ou les radins. Ou les radins, qui sont le Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche et la Suède. Comment vous expliquez que le soir même de l'annonce de l'accord par le couple franco-allemand, ça fait la une partout en Allemagne, médias, radio, télé, presse écrite, et pas en France? C'est vrai. La première raison, c'est que c'est un tournant historique qui est quand même dû à la chancelière. Elle se met au niveau de Kohl, Adenauer, Schmitt. Il est annoncé cet accord comme étant au départ une proposition française. Oui, ça l'est. Mais c'est dans la tradition de la vision française, alors que du côté allemand, c'est une révolution et ça sauve l'Europe. C'est-à-dire toute seule, la France pouvait le proposer, c'était bien, mais ça ne servait à rien. À partir du moment où Mme Merkel rentre dans le jeu, c'est elle qui devient le héros de l'affaire. La deuxième raison, c'est que c'est un accord compliqué, très complexe à mettre en œuvre dans le détail. Et c'est un accord qui, si on est objectif, représente un saut en avant vraiment dans l'intégration fédérale. Le fédéralisme est un mot qui, en France, fait hurler dans les chaumières. Ça n'est pas populaire. Et donc, je crains que une partie du silence français vienne de la réflexion suivante, c'est-à-dire, c'est formidable, on a un accord, on a même un saut en avant dans l'intégration, c'est génial, mais il ne faut surtout pas le dire. Et ça, je pense que c'est inquiétant, parce que si on pense qu'on peut faire de l'intégration européenne en catimini, c'est vraiment se réserver des mauvaises surprises pour l'avenir. Pourquoi la chancelière Merkel signe cet accord? Qu'est-ce qui la pousse, alors qu'elle termine son mandat, qu'elle est au firmament dans les sondages, qu'est-ce qui la pousse à faire ça? C'est une raison d'histoire. Autrement dit, cette femme, elle incarne une partie de l'histoire européenne qu'elle ne veut pas voir revenir. Et donc, à chaque fois qu'il y a un moment historique, elle a le bon réflexe. C'est vraiment un homme d'État exceptionnel. Donc elle le fait pour l'histoire, pas forcément pour ses propres intérêts. Oui. Alors après, la deuxième question, c'est que elle n'a pas beaucoup d'émotions, mais elle a une vraie raison. Et la raison est très simple, c'est qu'on a beau dire que l'Allemagne est le pays le plus internationalisé, avec un commerce avec la Chine extraordinaire, etc., mais quand même, plus de 50% du marché des exportations européennes, c'est le marché européen. Elle a besoin d'un marché qui soit à la fois prospère, bien régulé et pas en crise. Donc l'intérêt de l'Allemagne en tant que grosse entreprise, eh bien, c'est que le marché reste un marché porteur. Et puis il y a une troisième raison, je crois, qui tient aussi à son histoire personnelle. Elle a bien vu que l'extrême droite monte un peu partout en Europe, qu'en Allemagne, l'extrême droite fait quand même 12% au Bundestag. Et je crois qu'elle s'est dit que si on ne sauve pas l'Europe, c'est-à-dire si on donne raison au nationalisme, alors la démocratie est en danger. Vous pensez que le peuple allemand comprend cette décision? Il y a eu quand même des critiques en Allemagne. Est-ce que ce tournant historique-là, les Allemands vont l'accompagner? C'est toute la question. Est-ce que cette révolution européenne engage toute l'Allemagne ou est-ce que c'est l'héritage personnel de Mme Merkel? Mais c'est vraiment l'énigme à venir. Ça personne ne sait. C'est un accord qui est susceptible de réconcilier les Européens avec l'Europe? C'est un accord qui peut avoir une portée politique profonde et se ressentir comme un ciment d'union? Les premiers euros n'arriveront dans la poche soit des chômeurs, soit des entreprises en difficulté, pas avant l'été 2021. Ah oui. Autrement dit, il y aura un tel degré, un tel retard
entre les annonces politiques qui sont exceptionnelles et la réalité de la mise en œuvre qui sera importante, mais qui sera tardive, qu'on peut vraiment redouter que cette période de latence suscite malgré tout beaucoup de mauvaise humeur des gens et que du coup, de nouveau, des mouvements anti-européens trouvent matière à prospérer. Comment vous la voyez, vous, la suite? Quels sont les scénarios d'avenir possibles pour cette Europe d'après-Covid-19? Ah, ça, c'est la question à 1000 francs. Moi, je crois que ce qu'on vient de voir est très important, mais ne suffit pas. On peut dire qu'il y a 3 scénarios. Il y a le scénario de la restauration. C'est-à-dire, on passe la crise, on fait en sorte d'aider les entreprises en faillite ou les chômeurs en difficulté. Et après, une fois que tout ça est passé, dans 1 an et 2 ans, on revient à l'Europe d'avant, c'est-à-dire les critères de Maastricht, les 3%, les 30%, etc., etc. Et on essaye d'avoir de la croissance par des réformes structurelles, c'est-à-dire une austérité budgétaire. C'est le plus facile, c'est la répétition du même, on sait faire, et voilà. Je pense que ce serait une catastrophe, mais c'est quand même le scénario politique, sinon le plus probable, mais en tout cas un des plus probables, parce que ça correspond à ce que les institutions savent faire. Deuxième scénario, on n'arrive pas à résorber la crise, c'est-à-dire le nombre de faillites, de chômeurs atteint des proportions tellement spectaculaires que les populations se révoltent dans des élections diverses et variées. Et à ce moment-là, l'Europe se défait. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais ce n'est pas un scénario impensable, loin de là. Loin de là. Et le troisième scénario, c'est effectivement le scénario de, moi, celui que je préfère, de la refondation. Qu'est-ce que vous appelez refondation? Alors, sur les aspects sanitaires, je suis contre l'idée de mettre la santé dans les compétences de l'Union européenne, c'est-à-dire de l'enlever aux États membres, parce qu'encore une fois, il y a un risque de mort pour les citoyens. Donc moi, je pense que la santé doit rester nationale. En revanche, moi, je suis pour la création d'une banque centrale européenne sanitaire qui, tous les jours, achète des tests, des vaccins, des masques, des médicaments, du Doliprane, enfin tout ce qu'il faut, et fasse des stocks pour le jour où on puisse déjà avoir quelque chose en commun à distribuer. Ça, c'est un élément de refondation. Ça, c'est un élément de refondation. Je crois que l'essentiel de la refondation serait d'en faire, enfin, pour une fois, que le politique l'emporte sur le marché. Moi, je suis pour une Europe de la solidarité politique, avec des devoirs et des sanctions quand on ne la respecte pas. Et pour faire cette refondation que vous appelez de vos voeux, Nicole Mizotto, est-ce qu'on a les hommes politiques, les incarnations politiques en Europe qui puissent la rendre possible? Je crois que la refondation politique, elle sera grandement en fonction de la peur qu'auront des dirigeants européens de voir tout cela s'effilocher et de voir surtout les extrêmes droites monter un peu partout. Quand on voit que plus la croissance augmente, plus les inégalités augmentent, on se dit que les hommes d'État aujourd'hui qui nous gouvernent n'ont pas tiré ces leçons. Je veux dire, aujourd'hui, il ne suffit pas de dire on va faire de la croissance, comme ça le surplus, on va le redistribuer. Ça, c'était vrai avant, dans le capitalisme d'avant. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Plus on fait de la croissance, plus on augmente les inégalités. Donc ce n'est pas le surplus de la croissance qui va réduire les inégalités, c'est une politique volontariste de réduction des inégalités. Eh bien, merci Nicole Mizotto. Merci beaucoup.